Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour, merci pour cette interview. En pratique, mon parcours en médecine a commencé avec mes études de médecin en allemand. Après les écoles aussi au Cameroun, j'ai eu une bourse pour aller en Allemagne. Et là où je me suis inscrit pour faire la médecine. Et après les études de médecine, je me suis décidé de faire une spécialisation en médecine interne et une sous-spécialisation en hémato-oncologie. Et j'ai encore fait également un diplôme en médecine tropicale et santé publique parce que je voulais m'engager dans la médecine globale aussi. Et aujourd'hui, je co-dirige avec un collègue allemand une clinique privée de hématologie et oncologie. Et aussi, on a une compagnie qui fait la recherche médecine. En 2020, on a commencé avec d'autres collègues camerounais et je suis un cofondateur de Beta Health ici à Yaoundé, un service de médecine pour améliorer l'accès de services médecine innovants. Pourquoi avoir choisi de pratiquer en Allemagne? Quelles ont été les principales motivations et les difficultés dans ce choix de carrière internationale? Oui, pour choisir de rester pratiquer en Allemagne, l'intégration en Allemagne n'est pas très facile, mais avant de faire des études là-bas, c'était quand même plus facile pour moi. Et je suis décidé de rester là-bas parce que l'allemand offre une structure rigoureuse et standardisée pour la spécialisation. Et il y a plus de moyens de faire la spécialisation en allemand que les autres pays parce qu'ils ont des places très limitées. Et également, j'ai compris que la façon de travailler en allemand, ils ont vraiment un système standardisé avec des protocoles pour gérer les malades qui donnent une autre qualité de suivi des patients. Et monsieur, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le sens des contraintes rencontrées sur le terrain? Quelles ont été les difficultés notamment? Oui, comme je disais que l'intégration est difficile, oui, le défi inclut la langue, la culture médicale pour entrer dedans, mais comme j'avais fait aussi mon PhD là-bas, j'avais quand même le mentor qui m'a bien soutenu pour aider l'intégration là-bas. Et aussi, j'avais la famille aussi avant de finir mes études. Ça va faire, c'était presque, j'avais un enfant aussi que j'ai décidé de rester là-bas aussi. Et ça va aider pour l'intégration, pour la langue. Et quand même, il travaille aussi dans une façon interdisciplinaire aussi qui m'a très aidé. Et c'est ça que j'utilise aujourd'hui aussi pour ma façon de gérer les malades. Ok. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la pratique médicale en Allemagne? Oui, qu'est-ce que ça vous a marqué? L'importance donnée en Allemagne, c'était la sécurité des malades et aussi la documentation qu'on fait. Et je dis aussi qu'ils adhèrent de traiter le malade avec les protocoles standardisés. Il y a un ordre dans les hôpitaux et dans le système médical là-bas. Et avec toutes ces données-là, je pense que la qualité de traitement là-bas est à un niveau très élevé aussi. Et comme je disais aussi qu'ils sont en train de travailler aussi dans un système multidisciplinaire
beaucoup de cas, on essaie de discuter ça avec tous les spécialistes. Ce n'est pas chacun qui essaie de décider comment gérer le malade. Ça m'a beaucoup manqué et c'est avec cette façon de travailler multidisciplinaire, de documenter les gens, de donner des rapports médicaux. Je dis que le système de donner un rapport médical, ça a changé tous là-bas. C'est un système que si on a ça au Cameroun, parce que chaque fois, tout le problème commence c'est qu'il n'y a pas un rapport. Qu'est-ce que sont les problèmes qu'un patient a eu avec une intervention? Quel médicament qu'il prend? Quand il y a un rapport, tout ça est documenté et on peut bien gérer les malades, n'importe dans quel hôpital qui part. Quand il parle le rapport, on a tout ça, et les médecins, on ne perd plus le temps, oui. On a trop d'inefficience dans le système médical. Merci. Vous êtes de passage au Cameroun pour un court séjour. Quel regard portez-vous sur la médecine au Cameroun aujourd'hui? Oui, quand je suis au Cameroun et je travaille ici avec mes compatriotes, je vois que les médecins s'appuient encore trop sur le niveau d'improvisation individuelle. Avant de partir au Cameroun, avant de quitter le Cameroun, on avait un système que l'Organisation de santé mondiale, Primary Health Care System, qui a introduit. On avait le centre de santé, les hôpitaux, les districts et un système. Et ça, c'était quand on a commencé un système de santé seulement aux bases. Mais beaucoup ont changé maintenant. Les gens ont besoin des spécialistes. Les gens ont besoin de techniques innovatives de soins. Il y a plus de monde au Cameroun, même le niveau ou bien de qualité de vie, ça a augmenté. On a maintenant des gens qui sont plus âgés. Et je pense que c'était une erreur que l'Organisation mondiale a fait. Elle nous a donné un système qu'on ne pouvait pas adapter ça. Et je marque qu'ils n'ont pas changé ça. C'est nous qui devons développer un autre système. Il n'y a pas un système de faire un traitement continué, de suivre les gens continués dans notre système. On a les hôpitaux partout, les cliniques partout, mais il n'y a pas un système que quand le malade quitte les cliniques, il part où? Au centre de santé, oui, on n'a pas un système de suivi, les gens continuent. Quand ils quittent les cliniques et les hôpitaux avec des complications, ils restent à la maison jusqu'à la prochaine complication encore pour aller voir le médecin. Et ça, c'est quelque chose qu'on devait changer et on devait adapter ce système de primary health care aussi. On a maintenant beaucoup d'universités, on a des médecins qui quittent maintenant des universités. Ils ne sont pas tous intégrés dans le système. On forme des spécialistes et on doit encore refaire notre système de santé pour intégrer tout ce qui manque là. Ça, c'est comme une ressort. Il y a beaucoup de partenariats, qui font leur travail. On a les cliniques, les grands hôpitaux, les hôpitaux universitaires, des pharmacies. On a besoin maintenant aussi des médecins familiaux, mais on ne sait pas là où on va les intégrer pour faire cette suivi continu. Si c'est dans le centre de santé, les centres de santé n'ont pas son fonction. Ils ont là-bas aussi pour traiter les gens avec les complications et tout comme ça. Merci, Dr. Ayo. En Allemagne, comment les médecins sont-ils assurés dans le cadre de leur exercice? Il existe plusieurs niveaux d'assurance obligatoire. D'abord, il y a les assurances professionnelles et les assurances privées. Restons sur le cadre professionnel. Sur le cadre professionnel aussi, ça dépend là où quelqu'un exige ou bien là où il travaille. Pour ceux qui sont employés dans le
structure médicale, c'est l'hôpital ou bien ces structures qui s'occupent pour les assurances professionnelles. Si je comprends bien, ça veut dire que lorsqu'un personnel de la santé est recruté dans une clinique ou un hôpital en Allemagne, il ne s'occupe pas de sa propre souscription ou de sa sécurité, de sa couverture assurantielle. C'est plutôt la structure qui s'occupe de cela. Oui, mais c'est tout le temps de fois, on a besoin aussi, je dis par exemple pour l'assurance des responsabilités civiles, un médecin ne travaille pas toujours seulement dans les hôpitaux-là, même dans la famille, dans le sport, quand il y a un accident en route, Et là, docteur Aïe, vous me permettez directement d'entrer dans la deuxième question. Vous faites bien de mentionner ça. Oui. Parce que justement, la deuxième question, là, voici. Hors du cadre hospitalier ou institutionnel, quelles sont les couvertures obligatoires ou recommandées pour un professionnel de santé? Parce que s'il part déjà travailler dans le cadre familial, il ne répond plus du cadre professionnel. Oui. Dans ce cas-là, quelles sont les assurances obligatoires qu'il devrait Ok, avoir ou à ce recommander? cas-là, c'est recommandé d'avoir cette couverture. Oui, ce n'est pas obligatoire, mais pour les gens qui s'exigent dans les structures privées, c'est obligatoire. Même avant de s'inscrire pour avoir le permis d'exiger un clientèle privé, tu dois monter toutes les assurances là. Ça, c'est obligatoire. Et c'est qu'il y a aussi le système que toutes les assurances ont des agents qui travaillent avec les étudiants. Ils ont des rendez-vous presque chaque mois. Ils passent dans les hôpitaux, ils parlent avec les médecins, ils leur montrent d'autres qualités, de protection qu'on a besoin, professionnelles et privées. Voilà. C'est un peu simple, c'est un système très organisé, bien organisé, mais tout ce qui est obligatoire, on doit avoir ça avant de commencer de toucher un malade. Docteur Aïvo, j'ai une question qui me taraude de l'esprit. Je voudrais savoir, est-ce qu'il existe des assurances obligatoires, donc, que vous pouviez citer ou lister pour qu'un professionnel, en écoutant cet entretien, puisse penser à souscrire à une assurance, par exemple? Oui. Je pense qu'il y a deux qui sont très, très importants et obligatoires. C'est d'abord l'assurance d'assistance juridique et l'assurance de la responsabilité civile. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'assistance juridique? Comment est-ce qu'elle peut aider un personnel de la santé à pouvoir se sortir d'une situation, par exemple? L'assurance de l'assistance juridique est le plus important dans toutes les assurances. Parce que chaque fois qu'il y a un incident, n'importe où, même seulement pour voyager, la question d'abord c'est qu'est-ce qui est passé et qui est responsable de ça. Et ça, c'est les avocats qui viennent maintenant dans le palais de justice qu'on va résoudre tout ça, qu'on va voir qui était responsable de ça, qu'est-ce qui est passé et comment on va faire la numérisation. Et ça prend beaucoup de temps. On sait que les avocats, les palais de justice, les frais là-bas sont très chers. Et cette assurance est le plus important de toutes les assurances et c'est obligatoire. C'est obligatoire. En cas de sinistre grave, par exemple, un accident irréversible durant une chirurgie ou une erreur médicale, quelles sont les étapes de prise en charge en Allemagne et aussi quel rôle joue l'assurance dans ce cas? Je veux dire d'abord que toutes les assurances, c'est pour protéger les gens. C'est pour protéger les médecins, financiers, c'est pour protéger les malades aussi. Oui, ce n'est pas seulement pour payer l'argent et pour avoir peur que quelque chose se passe. Quand tu as l'assurance, tu es protégé. Oui. Et parce que sans l'assurance, là, tu vas perdre même toute la licence et peut-être vous ne pouvez même plus travailler. Et si quelqu'un perd quelque chose dans une intervention,
on n'a pas la possibilité de faire une compensation. Ça, c'est la première chose qui est importante pour les assurances. Et comme le système est très bien organisé, il y a beaucoup de services pour les médecins et pour les patients. À côté des patients, quand il y a une erreur, quelque chose passe, il y a d'abord une commission de médecins qui s'occupe de ça, de l'ordre des médecins. Le patient, tous les patients, ils savent, ils peuvent regarder, ils disent que quelque chose est passé, je peux aller à l'ordre des médecins, je pose mon problème, et ces commissions-là vont commencer le process. L'autre process, c'est que même beaucoup de gens ont leur assurance et ils ont leur agent. Et le différent des agents, généralement, c'est qu'ils travaillent aussi pour les clients. Quand j'ai un problème, j'appelle mon agent, je dis que ça c'est le problème, il dit que okay, c'est comme ça qu'on va résoudre ça. On a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Même avant d'aller au niveau de parler de justice, on essaie de voir si on peut résoudre ce problème avec les malades. Si ça ne va pas, c'est à partir de cela qu'on voit maintenant les avocats pour résoudre ça. Et tous les assurants ont déjà leur avocat. D'abord, si j'ai un problème, j'appelle mon agent, il dit que okay, à ce cas-là, on va vous mettre en contact avec notre avocat d'abord pour voir, il va analyser la situation et on va dire comment on va procéder. Okay. Et si un médecin n'était pas assuré, quelles seraient les conséquences légales, financières, voire déontologiques dans ce cas? Le fait allemand est très très organisé que ce cas-là, c'est presque impossible parce que tous les hôpitaux ont déjà leur assurance et même les médecins ont leur assurance avant de commencer à travailler. La différence, c'est quel volume que vous avez assuré. S'il y a un problème qu'on doit payer une compensation de 100 000 et tu es assuré seulement pour, je dis 100 millions, et tu as assuré jusqu'à 50 millions, c'est-à-dire il y a une différence que c'est toi qui dois couvrir ça. Et c'est quelque chose qui peut rendre quelqu'un bankrupt, n'est-ce pas? Tu dois payer. Et quand il y a vraiment un grave problème que tu n'es pas assuré, beaucoup des assurants ne veulent plus être assurés, c'est-à-dire tu vas perdre la licence aussi. C'est-à-dire avec cette connaissance-là, c'est très très important d'avoir toutes les assurances que tu as besoin. Ok, et je voudrais que nous puissions rester un peu sur la question. Prenons le cas, vous m'avez fait savoir qu'en Allemagne c'est quasiment impossible. Entrons un peu dans l'imaginaire, dans l'onirisme, en prenant le cas où un dommage, un sinistre arrivait véritablement et que ça trouvait un élément ou un personnel de la santé non assuré. Comment pourrait-il gérer ce genre de situation sans avoir le paravent ou la couverture assurantielle? Comment peut-il gérer ce genre de situation? Oui, si vraiment cette situation arrive, il va perdre tous. Il va perdre tous. La licence, si il travaille dans une cabinet privé, lui aussi, on va permettre tout ça. Oui. Ça veut dire que là-bas, la loi, elle est sévère. Oui. Docteur Aivo, pour la suite de notre entretien, nous avons convié le docteur Frank qui va lui aussi contribuer en sa manière. Vous nous avez fait savoir que le docteur Frank, c'était le docteur résident de la clinique Beta Health. Donc, il va nous accompagner pour la suite de notre entretien où il viendra justement apporter un éclairage sur l'évolution de la situation médicale au Cameroun. À votre connaissance, docteur Aivo, le personnel médical au Cameroun est-il généralement assuré? Pour le cas du Cameroun, je dis généralement qu'au Cameroun, il manque la compréhension de risque et assurance. C'est quelque chose, quand je vois beaucoup de structures et beaucoup de médecins, ils n'ont pas l'assurance. Même les médecins spécialisés, ils n'ont pas l'assurance. Peut-être dans notre culture, là, quand on dit il manque ça, la compréhension des risques, et aussi il manque un système de renforcer même
gens qui ont assuré. On peut prendre l'exemple de l'assurance des véhicules, que tout le monde qui c'est obligatoire, mais beaucoup de gens crient parce qu'on n'en force pas quand il y a un accident. Et avec ça, les gens ne prennent même pour les autres assurances qui sont importantes pour utiliser ça, pour se protéger. Et nous allons aussi passer la même question au Dr. Frank qui est là. D'abord, bonjour, Dr. Frank. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir également pour le compte de notre entretien à la clinique d'État. Merci. La clinique d'État. Merci. La même question vous est renvoyée. Alors, à votre connaissance, le personnel médical au Cameroun est-il généralement assuré? Alors, moi je dirais que ça c'est une question déjà très complexe. Pourquoi? Parce que la culture de l'assurance encore ici au Cameroun, c'est un penchant que beaucoup ne se voient pas encore déjà se doter ce genre de privilèges. Mais il est à noter que nous avons un corps appelé l'Ordre national des médecins qui assure de manière partielle cette charge-là. Mais assurance individuelle, ça reste encore un mystère pour beaucoup de médecins ici au Cameroun. Et vous faites bien de mentionner le corps des médecins. Est-ce que ce corps-là, il permet aussi de prendre en charge, ça c'est une question, de prendre en charge tout forfait ou toute erreur médicale que commettrait un de ses agents hors du cadre légal de l'exercice de ses fonctions? Alors, déjà, l'ordre national est là pour protéger les médecins. L'essentiel est qu'il faudrait déjà être en règle avec ces exigences. Maintenant, quitte à prendre quelqu'un en charge lors d'une erreur extra-professionnelle, si je peux dire comme ça, alors moi je pense qu'ils ont tout un comité juridique qui est assigné à toute personne à tout médecin qui est voué à ce genre de situation. Et je me dis que c'est de conversation à conversation et trouver où exactement il y a le problème. Mais tout compte fait, ils sont plus, ils sont plus protecteurs lorsqu'il s'agit plus dans le milieu professionnel. Ok. Mais alors, lorsqu'on sort du milieu extra-professionnel, c'est où il faut bien évidemment avoir une assurance digne de cela. Merci. Docteur Aïvo, est-ce que dans l'océan du monde médicinal camerounais, est-ce qu'il y a cet ancrage-là de la culture assurantielle? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans les amphis ou des cadres éducationnels, est-ce qu'on apprend déjà aux étudiants en médecine comment adopter la couverture assurantielle en cas de sinistre lors ou durant l'exercice de leur fonction? Oui, je veux prendre ça même dans un niveau avant. La culture, c'est de comprendre les risques. Si tu comprends les risques, c'est à cause de ça que tu vas alors agir pour prévenir ça. Et pour agir pour prévenir ça, c'est là où les assurances viennent. Quand tu regardes et tu sais que chaque cas, on peut avoir le cancer du prostate, par exemple. Quand tu arrives à un âge, tu dois encore penser que chaque 4 personnes, c'est quelque chose de 7%. La risque est vraiment là. Tu dis que non, je dois aller voir le neurologue chaque an. Quand tu sais qu'à un médecin, n'importe comment que tu es perfect dans une structure, les accidents passent. Quand tu comprends ça, tu vas dire que je veux faire quelque chose. Parce que si c'est même une fois par an, ça peut me coûter toute ma existence que j'ai fait dans le monde. Et avec ces compréhensions, on va maintenant commencer à arranger les choses pour prévenir ça. Et ça, c'est la culture qu'on a besoin. Au niveau, quand on devait faire l'assurance de professionnels ici à Beta Health, j'ai fait une petite recherche. Il y a tout le droit au Cameroun.
Même comme il disait aussi que l'ordre de médecin est en train de mettre des choses. Il y a tout ça, il y a le droit, mais on n'enforce pas ça. Parce qu'il y a des choses qu'on doit enforcer, ça doit être obligatoire. Et il y a des choses maintenant que c'est les gens personnels, s'ils comprennent les risques, ils vont aller faire maintenant leur assurance individuelle pour se protéger. Ok, merci, Dr. Ayo. La même question également pour vous, Dr. Frankie. Existe-t-il une culture assurantielle dans l'univers des médecins ou de tous les agents qui exercent dans ce domaine d'activité? Alors, je vais un peu aller, je vais un peu embrayer sur ce que le docteur Ayo disait. Alors, le domaine médical, c'est un domaine en même temps très complexe, ok? Il peut nous dire hyper complexe parce que nous sommes dotés à des risques très élevés chaque jour, ok? Que ce soit des risques liés à la pratique médicale, que ce soit des risques liés à de l'exposition et autres, nous sommes exposés à cela. Alors, ça veut dire que toute personne qui aspire à devenir, je sais pas, médecin ou lui appartenir au corps médical, doit comprendre que, bien évidemment, il y a des risques qu'il peut. Ok? Alors, nous, dans notre parcours médical, nous avons eu un sujet, ok, qui rassemble un peu cet aspect de l'assurance, de la déontologie et l'éthique. Alors, on nous apprend un peu à quoi faire, ne pas faire quoi. Bon, bref, un truc, tu dois pas faire ça, tu dois faire ça. Et je pense que à partir de là, on est déjà un peu axé et fixé sur est-ce qu'il me faut une assurance, est-ce que je dois être à jour avec mes cotisations pour l'ordre national. Déjà, ça attire notre attention sur le type de profession qu'on veut faire, ok? Et ça nous amène aussi à se doter, ok, d'assurance pour pouvoir, comment on dit en jargon familial, assurer nos arrières. Voilà, merci. Donc, Dr. Frankie, j'aimerais savoir, selon vous, quels sont les freins qui empêchent l'avancée de la culture dans le monde du corps médical? C'est quoi? C'est les freins financiers? C'est quoi? C'est l'absence de sensibilisation importante? C'est quoi? Ce sont des accompagnements, le manque d'engagement des uns et des autres, ou tout simplement l'ignorance et la mentalité de certains professionnels de ce couloir-là qui ne voudraient justement pas s'affilier ou soustraire à des polices d'assurance. Alors, moi, je vais résumer ça en une phrase, ok? C'est tout simplement la sensibilisation, ok? Je pense qu'avec un peu de sensibilisation, ok, et de responsabilité, bien évidemment, l'on sera plus amené à avoir un penchant sur les polices d'assurance et pourquoi pas faire de cela une obligation pour tout professionnel de santé. Voilà. Ok, merci. Mais pour ajouter, à un niveau, je pense que peut-être les entreprises et tous les ordres de médecins et toutes les organisations sont au premier niveau de renforcer quand même dans leur entreprise que les choses marchent bien. Oui, c'est peut-être une des seules choses qu'on peut quand même améliorer dans le système pour améliorer les choses. Ok, merci. Dr. Frankie, en tant que professionnel exerçant déjà, où trouver vraiment l'intérêt d'assurer ces différents éléments? Ça peut être un bâtiment, ça peut être des équipements. Y aurait-il vraiment un intérêt pour vous, en tant que professionnel, d'assurer ou de couvrir également ces différents éléments-là? Alors, moi, je reste purement professionnel médical, ok? Alors, me poser une question de savoir s'il faut assurer un bâtiment ou Puisque dans ce bâtiment qu'on exerce Exactement, je suis tout à fait d'accord. Mais maintenant, est-ce que assurer un bâtiment tient en compte des gens qui y résident? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Alors, si ça tient en compte les gens qui y travaillent ou qui y résident, moi, je dirais oui. Ok? Maintenant, ça dépend de tout investisseur. Ok? Si tu assures ton bâtiment parce que tu te dis, ah, j'ai du matériel là-bas qui m'a coûté une fortune,
alors moi je ne serais vraiment pas d'accord parce que moi je ne peux que défendre mon personnel médical qui est là. Si tu assures le bâtiment pour en même temps tenir compte du personnel, alors moi je dirais oui à 100%. Ok, parce que c'est ça l'idée. Ok, ce sont des gens qui travaillent dans ce bâtiment. Ok, mais non, si tu veux uniquement assurer le bâtiment ou autre chose, sans toutefois tenir compte des gens qui exercent, bon, moi je dirais ça c'est purement, je vais pas dire capitaliste, mais bon, c'est juste protéger son investissement, voilà, en quelque sorte. L'idée derrière une assurance qui viserait à sauvegarder les biens serait que, en cas de choses qu'on ne veut toujours pas, effectivement, ça pourrait être un incendie, ça pourrait être un cas de vol. Dans ce cas-là, on a été privé peut-être de nos appareils ou instruments en tant qu'ophtalmologue. Et le lendemain matin, on se rend compte que ces appareils-là ont été dépouillés par un groupuscule. On ne peut plus exercer. Or, si en amont, il y a eu une souscription à une assurance, mais là, l'assurance pourrait entrer en jeu. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que nous souhaiterions que vous puissiez réagir. Est-ce que, observant ce type de scènes qui se produisent souvent dans certains centres de santé ou bien dans certains instituts qui n'ont rien à voir avec le domaine médical, est-il important ou l'assurance aurait-elle une place à jouer aussi pour protéger le professionnel exerçant dans le domaine de la santé? Alors, vous voyez, quand vous faites intervenir le professionnel de santé dans cette belle question, moi je dirais oui. Pourquoi? Parce que, a priori, c'est le personnel qui va prendre un coup. On est tout à fait d'accord, n'est-ce pas? Alors, pour éviter que le personnel ne prenne un coup, bien évidemment, assurer le bâtiment serait une très bonne idée. Ok? Pourquoi? Parce que moi, je protège toujours le personnel. Ok? Et toute personne aspire à avoir du travail, à ne pas se lever un matin et dire que bon, là où tu travaillais, il y a eu peut-être un incendie, ça veut dire que tu te retrouves au chômage et autres, quoi. Ça peut être également des cas d'inondation. Je suis tout à fait d'accord, ok? Incendie, c'est un exemple, ok? Alors, moi, je dirais que oui, effectivement, si c'est dans cet axe-là, l'assurance d'un bâtiment ou qui prend en compte les équipements, alors moi, je dirais oui, c'est une très bonne idée parce que je me dis, si nous faisons face à ce genre de coup, incendie ou cas de vol, effectivement, c'est le personnel qui va en prendre un coup. Okay? Alors, pour que cela n'arrive pas, il est préférable d'assurer et les équipements et le bâtiment. Merci. Et Dr Aïvo, la même question également pour vous. Trouvez-vous important, nécessaire d'assurer les biens meubles que sont le bâtiment, les équipements médicaux employés par le professionnel exerçant dans le monde de la santé? Est-ce légitime ou plutôt judicieux d'assurer également ces équipements? Quand quelqu'un investit des millions pour les appareils, il y a oxygène là, que ça va exploser chaque fois. Souvent maintenant que le risque est très haut. Et avec tous les équipements qui sont dedans, peut-être les gens qui travaillent avec ça ne sont pas très bien formés aussi. On a le problème de courant qu'on a ici au Cameroun, qui saccade les appareils. Si tu as la possibilité d'assurer ça, tu vois, le risque est vraiment très, très haut. Avec le risque là, quand tu fais la calculation, tu dis que non, c'est important, c'est obligatoire. Prenons un cas contraire, un incendie détruit partiellement un cabinet médical ou une clinique privée. En Allemagne, comment un établissement est-il préparé à cela? Comment les assurances interviendraient-elles? Comme on a une organisation en Allemagne et le protocole, parce que les Allemands aiment le protocole, ils aiment le papier, partout il y a toujours le protocole, comment faire les choses très claires. Et dans beaucoup de cliniques ou bien de cabinets privés, on a un cahier qu'on appelle ça Quality Management System. Et dans ce grand cahier-là, tous les cliniques ont des protocoles qui est responsable de ça, qui est responsable de ça. Ça commence déjà avec une petite incident.
S'il y a une urgence dans la clinique, comment faire, appeler qui, quel niveau. On a tout ça vraiment clair pour quelqu'un de voir. Au niveau des choses qui sont assurées, on a aussi un papier, on sait que c'est lui l'agent qui est responsable de nous. Son numéro de téléphone est là, on l'appelle et il sait déjà exactement qu'est-ce qu'il doit faire. Et c'est avec ce système-là qu'on gère des choses quand une urgence ou bien un cas d'assurance vient. Il y a aussi des situations, quand c'est une situation avec un malade, que toi tu ne sais même pas, tout est là et tout reçu maintenant. Une lettre, ça vient d'un avocat, que quelque chose s'est passé, que tu n'étais même pas informé. Et ils vont venir pour prendre maintenant tout le cahier, tous les documents que tu dois donner ça. Et quand tu reçois les lettres là, c'est important parce qu'on note le temps aussi que tu as eu l'information. C'est important. Qu'est-ce qui est passé et quand? Et quand tu as pris connaissance de ça. Et ça, c'est très, très important. On ne garde pas les choses, quelque chose est passé et c'est après 2 semaines que tu informes là. Le temps de réaction. Oui, le temps de réaction. Quand tu reçois ça, tu appelles, tu envoies ça vers fax. Et la fax, c'est aussi, on utilise la fax parce qu'avec la fax, tu peux prouver que tu as envoyé cette information à 15 jours, à quel temps. Et docteur Franky, la même question pour vous, pour le cas camerounais. Un incendie détruit partiellement un cabinet médical ou une clinique privée au Cameroun. Comment un établissement est-il préparé à cela? Comment les assurances interviendraient-elles? Je voudrais plutôt qu'on se cale pour la première question. Comment un établissement est-il préparé à gérer ce genre de cas? Alors, déjà, je n'ai pas encore eu à avoir à faire face à ce genre de situation, mais je me dis toujours que il y a un certain protocole, comme docteur Aïe vous disait, il y a un protocole qui doit être déjà suivi, que ce soit par la clinique ou par le service d'assurance, parce que je me dis, même si nous avons un incendie ou je ne sais pas quel sinistre, il faudrait bien évidemment établir les torts. Je ne sais pas si les torts viennent de la clinique ou si c'est un tort juste comme ça, ou c'est intentionnel ou pas. Je pense que ce sont des trucs que l'assurance tient compte avant de pouvoir établir quoi que ce soit. Donc, réellement, je n'ai pas encore fait face à ce genre de situation, mais je me dis que c'est l'idée est un peu et dans ce sens, quoi. Ok, merci. Merci. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'en Allemagne, en cas d'incendie, il y a tout un document qui permet d'établir les responsabilités et les responsabilités sont réparties en fonction du degré des responsables de tout un chacun. Pensez-vous que ce type de dispositif pourrait être transposé et appliqué ici au Cameroun à l'heure actuelle ou à l'état actuel des choses? Oui, bien sûr. Je pense que le seul problème, c'est l'enforcement. Mais je suis même sûr que si on recherche dans tous les lois et tous les documents qu'on a mis pour gérer les choses au Cameroun, on va trouver ça là-bas. Mais c'est pour renforcer ça. Normalement, chaque clinique, on appelle ça, quand vous êtes, il y a le certificat de qualité. Comme un laboratoire peut avoir le ISO, certificat de qualité. Quand vous faites un certificat que cette clinique est organisée, il y a un système là, quand vous avez un protocole, une qualité de rendre des services, que quelqu'un peut venir regarder ça et on vous donne un certificat que, ok, c'est vrai, vous avez tous. Contrôle qualité. Oui, le protocole de qualité, c'est un certificat aussi. Quand ils viennent, ils regardent toutes ces choses. Vous êtes assuré, vous avez ça, vous avez tout mis en place. Ils disent que, ok, bien, c'est bon. Et si on met quelque chose comme ça, c'est seulement c'est ça. Je vois qu'il y a aussi des contrôles, on vient contrôler les médicaments, la pharmacie. C'est d'autres choses, c'est une autre instance de venir contrôler tous les protocoles là, que ça existe aussi. C'est possible. Ok, c'est possible alors. Docteur Franky, selon vous, quel conseil donneriez-vous à un jeune médecin camerounais
qui souhaitent s'assurer efficacement? Alors, moi, je dirais, déjà, l'idée de vouloir s'assurer est une très bonne idée. Okay? C'est ce que nous manquons beaucoup en tant que professionnels de santé. Alors, déjà, avoir un jeune médecin qui ressort l'envie de vouloir s'assurer, moi, je dirais qu'il va de l'avant. OK? Et aussi, lui faire savoir que l'assurance, c'est comme un bien, c'est comme une protection et c'est comme une assurance. OK? En cas de faute ou en cas de sinistre, je crois que l'assurance est celui-là qui nous garantit un bien-être à 50%. Voilà, 50%. Docteur Aïe, voilà la même question aussi. Quel conseil, sous le regard de votre expérience, de quelqu'un qui vit de manière pratique le service d'assurance depuis l'Allemagne, quel conseil pouvez-vous donner à un jeune médecin camerounais qui souhaite s'assurer efficacement? Ok, le conseil, pour moi, le conseil venait d'abord. Les médecins sont les clients des assurances. C'est-à-dire, les assurances doivent s'occuper de leurs clients aussi. Ça, c'est leur responsabilité. C'est aussi comme les patients qui sont notre clients. On doit les former aussi. Et c'est à partir de ça que quand le malade a l'information qu'on lui donne, qui commence à réfléchir, qu'est-ce qu'il a fait. C'est-à-dire les assurances, les compagnies des assurances doivent réfléchir maintenant. Il doit expliquer les risques à les jeunes médecins. Même dans les écoles, quand il y a des petites conférences, les agents doivent être là. Même pour les étudiants, pour expliquer les risques d'exiger la profession de médecin. Oui, pour qu'ils comprennent ça. Quand il y a toutes les conférences, on met ça, on présente ça, on présente maintenant les services qu'on ouvre. C'est avec ça, il y a déjà même les médecins, il y a des compagnies qui assurent les étudiants. Ils donnent un discount de 0% pour le premier an. Parce que c'est leurs clients qui savent qu'ils vont continuer, ils ne vont pas quitter le métier. C'est ça. Quand ils finissent l'école, comme ça, premier an, il y a un sage qui fait ça, un an dans les hôpitaux. Comment on appelle ça? Pas d'imprégnation. Un truc comme ça, tu es assuré, mais tu ne payes pas rien. Avec ça, tu comprends que, ils m'ont assuré. Normalement, tu ne travailles pas seul, tu travailles sur, il y a un médecin qui s'occupe de toi, qui ne paye rien ne passe, mais dans la tête, vous savez que vous êtes déjà assuré. Et quand vous finissez ça, tout ça, déjà que l'assurance est importante, vous continuez à payer. Ça, c'est la première chose d'abord. Et pour les jeunes médecins, je dis aussi que je peux comprendre, c'est un truc de l'argent. Quand tu gagnes l'argent, les établissements doivent regarder qu'est-ce que tu as besoin. Tu as besoin de payer le loyer, tu dois faire ça, tu as besoin de l'assurance maladie, tu dois payer toutes les assurances là. Et si c'est un bon entreprise qui te paye bien, c'est maintenant aussi possible d'avoir cette assurance. Mais si on ne compte pas ça, ça va devenir très très difficile. Oui. Mais je pense que si tu travailles, parce que je sais que beaucoup de médecins travaillent déjà, plus dans les situations individuelles, dans les maisons des gens qui prennent de petits jobs ici là-bas, c'est très très important d'avoir une assurance professionnelle, personnelle, très très important. Ok, merci. Et là, nous sortons déjà par la conclusion de notre entretien. Par cette question, que faudrait-il mettre en place au Cameroun pour que le secteur médical intègre véritablement une culture de la gestion du risque et de la couverture assurantielle? Qu'est-ce qu'il faut mettre sur pied? Il me souvient encore, il y a de cela, je crois, un an et demi, où il y a ce monsieur qui a ouvert une clinique tout près de sa maison. La clinique n'était déjà pas agréée par le ministère de la Santé. Il exerçait clandestinement, et une femme, en allant donner naissance là-bas, a trouvé la mort, y compris l'enfant qui était dans son sein. Bon, pour donc éviter que ce genre de choses se produisent, qu'est-ce que vous pouvez dire, que ce soit aux jeunes étudiants, aux jeunes docteurs, médecins et aux professionnels en guise de conseils pour la gestion des risques
Oui, je dis la première chose pour contrôler quelque chose que ça marche bien, c'est la contrôle. On doit mettre des instances de faire les contrôles et d'enforcer ça. Je pense que d'abord pour instruire un médecin, il doit quand même montrer son assurance professionnelle. Ça, c'est d'abord une première chose. Et on doit contrôler ça. On doit dire que ce n'est pas seulement quand quelqu'un fait l'inscription, peut-être après 5 ans, on dit que envoie-nous encore la copie actuelle de votre assurance. Sinon, on va s'assurer avec tout ça. C'est la même chose pour la formation continuée. La risque vient aussi si quelqu'un ne se forme pas à tout qui de l'école de médecin, tu commences à travailler pour 10 ans. Oui, ça c'est le contrôle. Il y a beaucoup de contrôle et de renforcement. Je pense que toutes les idées sont déjà là, et c'est pour renforcer ça et contrôler ça. Donc, il faudrait renforcer, par exemple, la sensibilisation, renforcer l'éducation et contrôler et diffuser aussi des informations. Si je peux sommer ce que vous venez de dire. Donc, ça veut dire que les professionnels et les acteurs du monde de la santé ont peut-être des bribes d'informations, mais il faudrait en amont que les professionnels également de l'assurance puissent jouer leur rôle, c'est ça. Et il y a des choses qui sont obligatoires. Toutes les choses qui sont obligatoires doivent être enforcées et contrôlées. Et aussi, quand il y a des cas que les gens ont besoin de compensation, les assurances doivent faire ça aussi. Pour que les gens savent que l'assurance est là pour le protéger. Oui. La même question également pour le docteur Aïvo. Que faudrait-il mettre en place au Cameroun pour que le secteur médical intègre véritablement une culture de la gestion du risque et de la couverture assurantielle? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Est-ce qu'il y aurait une formule magique à appliquer ou mathématique pour que la couverture assurantielle devienne un credo qui s'applique ou qui sonnerait immédiatement dans les consciences des professionnels du monde de la santé? Alors, déjà, merci pour la question. Je dirais que déjà, dès l'entrée en formation, si je peux prendre ça comme ça, on doit déjà essayer de sensibiliser, que ce soit le jeune médecin ou le jeune professionnel de la santé, sur l'importance de s'acquérir d'une assurance. Ok? Alors, dès qu'on a fini, je pense qu'il est préférable aussi de sortir des politiques ou de mettre sur pied des politiques qui rendent l'assurance obligatoire pour le personnel de santé. Et comme Dr Aïe me disait, le contrôler, le suivre, le mettre en œuvre. Donc je pense que ce n'est qu'une politique qu'il faut bien évidemment établir, passer par la sensibilisation afin que les gens puissent changer de comportement, ok, savoir adopter et comment dire, accepter l'assurance comme un moyen important et obligatoire de se protéger, ok, et de pouvoir exercer avec beaucoup de tranquillité. Donc je me dis, il faut déjà dans un premier temps établir une politique pour cela. Dans un deuxième temps, sortir, comment dire, sensibiliser, amener les gens à changer de comportement, ok, et rendre cela faisable par le contrôle, les évaluations et autres. Merci. Bon, pour un mot de fin, que pouvez-vous dire à ces professionnels qui hésitent encore à s'assurer ou à penser à une quelconque assurance? Quel est le mot que vous pouvez placer à leur endroit? Alors moi je dirais tout simplement que l'assurance pour le professionnel de santé est un peu comme un diplôme, ok. Moi j'encourage les uns et les autres à s'en procurer ou à s'inscrire à une police d'assurance, que ce soit pour le bien-être et aussi pour le bien-être de l'information professionnelle. Dr Aïvo, vous également, quel serait le mot de fin que vous pourriez adresser à ces professionnels-là qui hésiteraient à souscrire un contrat d'assurance pour exercer plus sereinement
dans leur domaine d'activité? Pour moi, l'assurance est une seul instrument pour augmenter la qualité des soins de médecine, ou bien la qualité des services médicaux ici. C'est la seule instrument, je vais vous montrer, c'est la seule instrument que vous pouvez, que le gouvernement, l'ordre de médecin peut utiliser pour augmenter la qualité des soins des personnes ici. Chaque fois qu'un malade savent que si quelque chose passe ici, si on ne me traite pas bien, je peux prendre le médecin, n'importe qui, je peux le prendre dans le palais de justice et je veux avoir une compensation si les choses ne passent pas bien. Et lui, parce que chaque fois qu'il y a un incident et qu'un médecin est responsable, après ça, dans le système des assurances, il dit que les médecins là, il y a trop de risques aussi. Tu ne payes pas le même prix. On double ça. Si chaque personne, pour moi, ça c'est la seule chose, même en allemand, tu sais que si quelque chose ne passe pas bien dans ton clinique, dans 3 mois, tu seras là dans le palais de justice, parce que le malade est parti là. Et c'est avec ces connaissances-là que tout le monde essaie de donner le meilleur. Oui. La crainte de tout perdre. Ok, c'est sûr que nous allons mettre un terme à notre entretien riche. Nous espérons tout ce qu'il va permettre de sensibiliser et d'interpeller les professionnels et les différents acteurs du monde de la santé. Merci. Merci. Bon.